à tous, je serai bref, surtout parce que je ne connais rien au sujet qui vont vous occuper, mais évidemment c'est des sujets qui fascinent et dont on sait qui nous occupent pleinement, et donc je veux vraiment vous remercier, le MICA, les organisateurs, l'organisatrice de ce colloque, et puis tous les chercheurs et les chercheuses qui s'occupent de ces questions-là. Je dis ça parce que, alors je sais que vous n'allez pas parler que des intelligences artificielles, mais j'ai vu quand même que sur le programme, il y avait un certain nombre d'entre vous qui s'occupent de ces questions. Et il y a d'autres questions évidemment pressantes hein, dans le numérique, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est des questions déjà peut-être un peu anciennes, en tout cas du point de vue du novice ou de l'usager. Les questions plus récentes pour le grand public, c'est les questions des intelligences artificielles. Et juste pour vous raconter une petite anecdote extrêmement récente, une anecdote d'hier soir en fait. Alors, cette anecdote me frappe parce que je ne suis pas présenté, mais je suis angliciste, je suis spécialisation américaine, enfin à l'origine quand même enseignant d'anglais. Et mon épouse est américaine, elle parle français mais avec un accent américain comme il se doit. Et il y a quelques jours, elle a envoyé une vidéo qu'elle a faite elle-même où elle raconte une histoire de famille en anglais. Et elle a envoyé cette vidéo à un site qui existe maintenant, je crois qu'il y a plusieurs sites de ce type-là, qui fait donc un site d'intelligence artificielle, hein, c'est une des intelligences artificielles, et qui fait de la traduction simultanée. Alors moi je connaissais les traductions de textes écrits, hein, type DeepL, qui sont très très impressionnants hein, déjà. Mais là, donc elle a envoyé sa vidéo, la vidéo d'elle-même sur ce site-là, et donc on a reçu hier soir le résultat, donc une traduction de son propos. Donc on vous voit parler dans un français impeccable, sans accent. Je n'avais jamais entendu ma femme parler comme ça, donc j'étais un peu secoué. Ce qui est très impressionnant, c'est que ça reproduit la voix, évidemment, de la personne qui parle. Ça modifie le mouvement des lèvres. C'est-à-dire que c'est pas du mauvais doublage, hein, c'est pas un film doublé, mal doublé, où on voit que ça... Non, et c'est réellement très, très impressionnant d'abord, et puis quand on est prof d'anglais, et je pense que tous les profs de langue ont des questions à se poser, en fait, peut-être pas de soucis à se faire, mais peut-être aussi un petit peu, mais des questions à se poser. Et pour élargir un petit peu, à partir de cette anecdote, pour élargir un peu le sujet, je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que l'université, au sens large, hein, et d'autant plus une université d'art, lettres, langues, sciences humaines et sociales, c'est-à-dire a priori assez déconnectée des sciences qui mettent au point ces techniques, ces processus. Alors au MICA, je sais qu'on a des collègues qui s'intéressent à l'impact de ces processus, évidemment, du numérique, et qui attaquent ces sujets sous des angles divers et pluridisciplinaires, ce qui est évidemment très riche et intéressant. Mais l'université doit urgemment en fait se poser ces questions-là des intelligences artificielles. Quand l'an dernier ChatGPT est arrivé là en masse, la première réaction ça a été ah non mais c'est une catastrophe, il faut l'interdire aux étudiants. Bon. Sauf que on ne pourra pas interdire aux étudiants, hein, ça va être compliqué. Et donc je pense qu'il est très important pour nos disciplines, certainement pour toutes les disciplines, de s'approprier en fait ces outils. Donc d'apprendre à les utiliser, parce que voilà, nous, à Port-de-Montagne, dans nos disciplines, on n'est pas forcément toujours tous très friands de ces technologies et on ne sait pas forcément tous les utiliser, mais je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à les utiliser et qu'on se les approprie à des fins pédagogiques. Et ça pose des questions fondamentales en fait sur notre pédagogie et surtout sur les contenus hein, de nos enseignements. C'est-à-dire que si on veut continuer par exemple à enseigner la dissertation, c'est clair qu'on a une très très forte concurrence avec ChatGPT par exemple.
et je pense avec d'autres intelligences artificielles que je ne connais pas. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, les intelligences artificielles, on en parle beaucoup, c'est beaucoup dans les médias, et c'est souvent soit sur un biais de catastrophe, un biais un peu inquiétant, soit sous un biais très très fascinant, parce que c'est une technologie assez fascinante. Mais il va falloir dépasser en fait le stade des émotions et il va falloir effectivement se pencher clairement sur le sujet de façon un peu raisonnée. Et bon, mais voilà, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui et demain, en partie. Alors excusez-moi, je me concentre sur les intelligences artificielles parce que voilà, nos vies c'est le grand public, c'est l'aspect frappant en fait en fait, c'est ça qui vient à l'esprit lorsque je lis que la question centrale qui va vous occuper est celle de la place de l'homme dans les processus numériques. Et je crois qu'effectivement, la place de l'homme en général, mais la place de l'étudiant, de l'enseignant, la place de l'université dans ces processus-là, évidemment, est très très intéressante. C'est une place qu'on essaie de négocier depuis longtemps parce que y a d'autres processus numériques qui datent un peu maintenant, mais là, avec ces nouveaux processus d'intelligence artificielle, je crois que la question n'est pas encore résolue complètement. Donc merci de vous pencher sur ces sujets-là. Et puis je compte sur le MICA pour poursuivre la réflexion et à l'échelle de l'établissement et dans les disciplines qui sont les nôtres à Bordeaux-Montaigne. Merci à vous et puis je vous souhaite 2 excellentes journées de travail. Bonjour à tous et j'en profite effectivement au nom du MICA de vous souhaiter la bienvenue à cette manifestation donc, portée par le réseau ETIC. Et donc ce que je souhaitais vous dire avant tout, c'est que bon, à travers moi le MICA et donc Cécile Cross aussi qui co-dirige l'unité avec moi et qui s'excuse, qui ne pouvait pas venir ce matin, je crois de mémoire qu'elle est à court. Vous souhaitez la bienvenue et surtout donc je vais revenir par rapport au propos du président Larrey, apporter aussi quelques compléments. Et je voulais aussi souligner le fait que ETIC, c'est bien plus qu'un colloque international, c'est avant tout un réseau de chercheurs à l'international, avec plusieurs nationalités, notamment les collègues belges, grecs, brésiliens, portugais, français, et j'en ai certainement oublié, et bien d'autres. Et c'est important parce qu'en fait, finalement, ce qui nous unit aussi dans ce réseau, c'est la langue, et c'est notamment la langue française. Et ça reste, je crois aussi, une langue alternative aussi. C'est souvent des discussions que j'ai la semaine passée encore sur la volonté absolument de communiquer, documenter notre facteur d'impact de publication scientifique en revendiquant l'anglais. Et ce que je m'évertue systématiquement à dire, oui, à condition aussi que l'on n'oublie pas la sphère francophone et que l'on continue donc d'échanger dans les communautés francophones avec ce désir bien entendu d'entrer en dialogue avec les autres. Et ETIC est particulièrement performant autour de cette question-là. ETIC, c'est aussi, quand je regarde un peu les archives, donc une vraie, et ça rejoint la question de l'humanisme numérique, une véritable collection de connaissances. 17e édition, si je ne m'abuse, et qui a résisté, 19e, 18e, merci Lise, j'avais bien pris soin de demander avant, 18e édition, je peux vous dire qu'il y aura forcément une 19e également. Et c'est vrai que ce réseau a tenu le cap malgré toutes les difficultés, et notamment je pense aux années Covid, etc. Un remerciement particulier au professeur Lise Virin qui a fondé ce réseau avec quelques collègues, et puis aussi elle me rejoint, je pense, j'espère, un Nick Schott qui s'est beaucoup investi à cette édition. Et puis, bien entendu, un remerciement très chaleureux aux étudiants et puis aux collègues de l'axe ici, comme vous le voyez sur le support, information, connaissance et innovation numérique, qui porte de longue date donc ce colloque. Alors au sein d'ici, donc effectivement, clairement, nous, ce qui nous intéresse,
certes l'information-communication, c'est notre discipline mère, si j'ose dire, mais par contre ce qui nous intéresse, c'est le I et le N, c'est-à-dire l'innovation numérique. Et quand on a créé cette équipe et quand on l'a réajustée au regard de notre texte général de déclaration d'intention scientifique que vous trouverez sur le site du MICA, on insiste lourdement sur, et ça rejoint ce que vous disiez, Lionel, les incidences sociales, politiques, scientifiques, des grandes mutations autour de technologies du numérique et par extension effectivement des nouvelles formes de développement autour de l'intelligence artificielle, même si j'aime bien rappeler que dedans effectivement on met tellement de choses variées et multiples que ce que j'en tire moi comme raisonnement, et ça se retrouve dans ce programme, hein, c'est le fait qu'on ne peut plus penser ces essors technologiques et numériques sans considérer la pluridisciplinarité, parce qu'il me semble que sinon on est très vite dans une impasse, et le fait aussi qu'il y a effectivement, là je rejoins aussi le président, il y a vraiment aussi tout un pan de la créativité et de nouveautés qui nous perturbent énormément dans nos modes d'enseignement, de management et de soutien. Alors je citerai quelques exemples pour démultiplier et illustrer mon propos. L'essor des données massives, on voit très bien les enjeux. Il y a de ça quelques jours, on accueillait à l'IJBA par exemple Gilles Cagé, qui vient de publier avec Piketty une analyse de l'électorat en France depuis 1830, avec une analyse de données massives recueillies autour des 36 000 communes de la France, et où effectivement, à travers ces jeux massifs de données, on arrive à avoir des éléments, alors soit de confirmation de tendances que l'on entend dans les discours journalistiques et dans la sphère sociale, mais aussi qui contrecarrent des idées préconçues, et au regard des données massives, donne à voir finalement une subtilité d'analyse qui nous échappait jusqu'alors. Comme le disait Durkheim, finalement on entre dans une forme d'administration de la preuve, de notre prêt-à-penser. Alors ce qui est important aussi, et que je tenais à rappeler, c'est que on a l'habitude de dire soyez les bienvenus à Bordeaux, la ville des trois N, Montesquieu, enfin Montaigne d'abord, Montesquieu et Mauriac. Et j'aime bien rappeler aussi, à nous qui sommes en sciences infocom et intéressés par les questions des technologies, la ville des trois E, c'est-à-dire pour nous, Escarpite, Estival, et je rajoute Ellul, et dans le périmètre des universités, je considère bien les deux universités que sont Bordeaux-Montaigne et donc l'université de Bordeaux, puisque Ellul enseignait plutôt dans l'autre université. Et ces trois collègues ont été fondamentaux et nous ont souvent rappelé l'importance d'avoir une lecture critique, analytique des phénomènes technologiques massifs, et nous ont rappelé aussi que le centre de la question, c'est bien la question effectivement des humanités, de l'humanisme, et de savoir finalement quels étaient les points de valeur centraux pour que des citoyens soient éclairés, critiques et réfléchissent à l'avenir. Et je ne l'avais pas prévu, mais juste une remarque, les événements des 4 derniers jours nous montrent la difficulté auquel on doit tous faire face. Je pense par exemple au réseau X, donc Twitter. Le changement de marque et de design ne suffit pas quand l'on voit la problématique de la diffusion en temps réel du plus sordide. Et donc on voit clairement l'importance de réfléchir ensemble autour de cette question. Alors je suis très critique aussi d'une manière générale avec une partie, je dis bien, des sciences de l'information et de la communication, qui à mon avis, je le rappelle régulièrement, mais sont encore trop techno-fascinés, techno-centrés, et finalement courent après une sorte d'inflation du développement des plateformes, des enjeux économiques, etc. Et dans ce paradoxe qui est le nôtre, c'est-à-dire déposer, soutenir des projets, où de plus en plus on doit être en lien avec le monde de l'industrie, le monde du développement, la performativité, etc., se pose aussi l'alternance, me semble-t-il, d'une science humaine et sociale, qui est celle que propose notamment le réseau éthique et d'autres réseaux, qui a encore une fois de réfléchir à ce que ça veut dire, au sens de ces développements, et pour le coup aussi le positionnement du chercheur dans la cité. Et je te rejoins, Lionel, aussi, la question du positionnement de l'université dans la question des apprentissages fondamentaux,
et bien entendu des enseignants de la maternelle finalement à l'université. Alors, à titre plus personnel, j'avoue que je serai particulièrement attentif quand je le pourrai, c'est-à-dire notamment demain pour écouter tout ce qui gravite autour des nouveaux espaces, puisque voilà, nous travaillons au sein de l'Accessi sur une ANR SAPS autour des Fab Labs. Et je prends cet exemple des Fab Labs, pourquoi? Parce que d'abord pour nous, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun parce que je vois que cette recherche, on travaille aussi avec des collègues de l'Université du Mali, de l'Université du Cameroun, de Yaoundé, et puis bien entendu sur le territoire national. Et ce qu'on essaie de voir finalement, c'est en quoi ces lieux deviennent des sortes de biens communs, où il y a effectivement de l'interculturalité en action. Et le problème que l'on constate souvent dans ces environnements, c'est la volatilité finalement des activités qui sont mises en œuvre. Vous rencontrez les makers, les médiateurs, les administrateurs de ces systèmes. Tout le monde est fasciné effectivement par le fait qu'il y a de nouveaux apprentissages, qu'il y a un plaisir, qu'on rattrape aussi des jeunes qui sont exclus du système éducatif et qui retrouvent le goût par le faire, le making, qui trouvent le goût à nouveau à apprendre, etc. Mais ensuite se pose la question, et je rejoins la deuxième partie de l'intitulé, de la durabilité de ce que l'on fait. Comment structure-t-on ces connaissances? Comment crée-t-on un patrimoine que l'on va redistribuer, partager, histoire que, effectivement, de la phase émotionnelle du plaisir d'apprendre, ça devienne un apprentissage approfondi, conséquent, partageable, etc. Et la question de la durabilité, elle est centrale. Alors, ce que je note aussi, c'est qu'on est passé progressivement, me semble-t-il, de la durabilité informationnelle à la durabilité sociale. Et il me semble là aussi qu'il y a beaucoup de raisons en imaginant qu'il y a une épaisseur sociale conséquente. Voilà, donc je m'arrêterai là. En tout cas, je vous et je nous souhaite une très bonne conférence. Je n'ose plus dire le numéro car je m'y perds, mais je n'hésite pas au loto non plus. J'ai toujours perdu, donc j'arrête et j'abandonne. Il y aura un numéro complémentaire peut-être à l'avenir. En tout cas, je nous souhaite donc des échanges riches, alléchants, nous motivant aussi à l'idée de collaborer et de déposer peut-être de futurs projets. Prenez soin pour ceux qui sont extérieurs à Bordeaux de prendre un peu de temps et de visiter Bordeaux, qui est une ville vraiment en grande mutation. Alors certes, toujours pareil, dans les stéréotypes, on parle toujours de l'arrivée massive des familles parisiennes, cette horde qui arrive et qui perturbe notre cadre de vie, mais vous verrez que c'est une ville qui évolue autour de projets, notamment à philosophie écologique et éducative. Il y a beaucoup d'élus qui militent en ce sens, bien au-delà de la ville de Bordeaux et dans la périphérie. Profitez aussi de voir une rive oubliée dans l'histoire de Bordeaux, qui est la rive droite, qui est une rive qui est en train de complètement muter, y compris dans sa politique culturelle, puisque par exemple, le plus grand cinéma d'art et d'essai de Bordeaux que nous avons, l'Utopia, va aménager donc un second cinéma Utopia, et pas n'importe où, au parc Palmer, donc au cœur, si j'ose dire, de la rive droite et des cités. Et vous voyez que là aussi, il y a des dimensions politiques que je ne peux que vous inviter à visiter. Et puis, bien entendu, on aura l'occasion d'échanger dans les couloirs et des moments de convivialité. Merci encore, Lise, et à travers toi, l'équipe, et à très bientôt. Bonne journée. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous prie d'excuser l'absence de son Rolandi, directeur de la MSH, qui n'est pas sur le site ce matin, mais qu'on verra peut-être demain ou dans l'après-midi à la MSH. De sa part, je tiens d'abord à féliciter les organisateurs, notamment Lise, pour son très grand dynamisme et son énergie, qu'elle ne compte pas, pour l'organisation de cette conférence, cette 18e conférence. Nous sommes très heureux à la MSH d'avoir pu, à travers notre appel à projet, contribuer au financement de cette manifestation. Sachez donc que la MSH est une unité d'appui et de recherche fondée par l'Université Bordeaux-Montaigne, par le CNRS, par l'Université de Bordeaux, a vocation à développer et à soutenir 3 axes de recherche en priorité qui sont donc territoire multilingue, société inclusive et humanité évolutive. Donc on est vraiment dans notre registre et cette manifestation tombe à point nommé.
Et puis elle a un autre mérite et concorde à nouveau avec le projet de la MSH, c'est qu'elle est effectivement d'ouverture internationale. Et là, l'enjeu est fort pour nous, c'est aussi de contribuer à inscrire le site bordelais dans une dynamique collective internationale, française internationale. Donc on est très heureux, et c'est très cohérent pour nous à la MSH de pouvoir soutenir la manifestation. Et j'espère qu'on pourra continuer à le faire à l'avenir, sachant qu'un nouvel appel à projet va être ouvert dès demain. Donc vous aurez le temps juste après le colloque de vous y lancer. Et je pense que, étant dans le thème, de toute façon, c'est assez cohérent d'essayer de continuer à soutenir le MICA qu'on se place évidemment dans la MSH. On espère qu'on aura beaucoup de projets du MICA autour des inégalités évolutives ou autres thèmes de la MSH, voire d'autres thèmes, mais évidemment la vie. Je voulais juste aussi témoigner, alors là, cette fois-ci, strictement personnel, je dois vous confesser que j'ai le vice d'être informaticien de formation, et donc forcément, geek par nature et intéressé, et très utilisateur de ChatGPT, dont j'ai pu tester, alors en programmation, c'est un usage un peu particulier, mais notamment en tout cas, les limites et les vertus. Et donc je serai, si je le peux, j'essaierai de me joindre à vous, parce qu'il y a quand même pas mal d'ateliers qui me semblent devoir m'intéresser, pouvoir m'intéresser. Et en tout cas, l'usage que j'en ai eu m'a montré aussi que si révolution il y a, elle ne remet quand même pas en cause la nécessité effectivement d'avoir une connaissance structurée. L'usage de ChatGPT, quand on n'a pas la connaissance de ce qu'on veut faire, n'aboutit à rien. Donc je pense que, voilà, évidemment, ça évoluera toutes ces choses, mais en l'état actuel, on n'est pas encore à un stade où tous les métiers, notamment le métier d'informaticien, disparaîtront à cause de ça. Ça, c'est une certitude. Bon voilà, je vous souhaite une excellente conférence et je vous remercie encore. Je félicite à nouveau Lise et je remercie toute l'équipe de la MSH qui s'est bien investie dans l'histoire, notamment mes collègues de l'or aussi, on est en gestion. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaiterais tout d'abord, au nom de Daniel, mon épouse, excusez-moi parce que ça me gêne un peu, au nom de Daniel, mon épouse et des membres de la Fondation Anthony Minguenet, remercier en la personne de Madame Lise Vira et l'ensemble du comité organisateur de cette conférence internationale optique 2023 et aussi saluer les personnes qui ont œuvré à cette réalisation. Monsieur Lionel Larrey, qui était présent et donc pour l'université de Bordeaux-Montaigne, monsieur Sandro Landi et monsieur Paco pour la MSH et aussi, bien sûr, monsieur Vincent Liquette pour le MICA. Mais aussi saluer tous les intervenants qui ont accepté de partager leur regard en lien avec ce thème incontournable pour l'évolution de notre société qui est l'humanisme numérique, et c'est un terme que nous aimons beaucoup, et la durabilité sociale. Voilà, c'est bon. Allez trouver la bonne page. Nous sommes au début d'une nouvelle civilisation, que l'on nomme déjà civilisation numérique. Ces nouvelles technologies et leur application, voire leur emprise potentielle, ainsi que les nouveaux systèmes de communication et d'information qui vont en résulter, deviennent des sujets de questionnement primordiaux. Et cet essor fulgurant, indépendamment des espérances de progrès, suscite aussi de nouvelles interrogations sur l'idée du travail, la notion du bien-être, et surtout nos façons d'agir et nos façons d'être, ainsi que leurs conséquences. Au sein de cette nouvelle société en gestation, se font jour des incertitudes qui nous concernent tous, particulièrement quant au futur sens de la vie et même futur statut de l'homme. Il semble donc important, pour le bien de tous et de notre humanité en devenir, de croiser ensemble nos réflexions sur le sens que l'on espère d'une société, de l'être humain et du vivant en général. Précisément au regard de ces nouvelles technologies numériques et l'éthique, me semble-t-il, qui touche tous les domaines de notre société et du vivant, peut s'intégrer parfaitement dans ces débats. La Fondation, dont l'engagement est de sensibiliser aux grands défis éthiques, justement, en lien avec l'évolution de notre société, développe depuis son origine ces mêmes thèmes et pose les réflexions ainsi que les interrogations d'importance qui seront soulevées dans ce cours. Auparavant, voici quelques mots pour vous présenter la Fondation Anthony Minguenet et parler d'un homme à l'origine de celle-ci,
Je sais que plusieurs personnes ici présentes ont déjà entendu une partie de cette présentation et je m'en excuse de ces redites, mais avant de parler éthique, je ne puis exclure ces passages. Anthony Maguenet est né le 17 août 1974 à Bordeaux. Ingénieur en informatique, hyper spécialisé en réseau et cybersécurité, il a fait sa carrière dans le groupe Bouygues Construction au siège central de Challenger à Guyancourt dans les Yvelines. Au sein de la direction, il était le responsable de la sécurité technique des systèmes d'information pour l'ensemble du groupe. Il est décédé brutalement à l'âge de 40 ans le 20 janvier 2015 d'une hémorragie cérébrale. Au-delà de sa compétence professionnelle, son sens humain, sa liberté de penser et son comportement ouvert sur le monde et la société, tout ceci est apprécié et reconnu de tous. Ce qui est important, c'est qu'il transmettait autour de lui cette notion que l'on nomme actuellement humanité numérique. Il avait compris que cette nouvelle dimension est indispensable à une qualité de vie et surtout à une durabilité sociale. Il pensait aussi, et surtout, que la dynamique de l'éthique pouvait guider toute action, quels qu'en soient les domaines. Ce qui demande de l'anticipation et de la bienveillance, mais aussi de la détermination et même du courage pour savoir exprimer un engagement qui se veut responsable. Et il appliquait ceci. Afin de transmettre, prolonger ses idées, actions et espérances, la Fondation Anthony Maguenet a été créée en juillet 2015 sous l'égide de la Fondation de France, qui est pour nous un gage de transparence et un soutien précieux. Elle est à vocation universelle et indépendante de toute structure politique, religieuse ou philosophique, et elle est reconnue d'utilité publique. Dans un esprit de continuité, elle a ainsi pour vocation de promouvoir des prises de conscience éthiques innovantes pour former de futurs citoyens responsables et avisés, qui sachent œuvrer en liberté de conscience pour relever les grands défis d'une société en mutation. En ce sens, la Fondation est soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et nous l'en remercions sincèrement, qui souhaite lui aussi intégrer les valeurs humaines et éthiques dans ses réalisations. La Fondation repose sur 5 axes principaux. Le numérique, les écoles d'ingénieurs, le droit, les sciences humaines et sociales, le développement du groupe. Elle intervient au plan national et international au moyen de congrès, colloques, séminaires, comme aujourd'hui, création d'enseignements dans les arts et métiers, les écoles d'ingénieurs, Sciences Po Bordeaux, enseignements qui sont de modules d'ouverture à l'éthique et qui sont validés au niveau européen, au moyen aussi de conférences, de remises de prix, Sciences Po Paris depuis 7 ans, la Société québécoise de droit international depuis 6 ans, la chaire internationale sur la santé au travail que nous avons aidé à construire, qui est à Bordeaux, et donc le colloque européen aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles, avec remise d'un prix de thèse, et nous y serons présents. Donc, elle soutient des travaux soulevant les problématiques des grands enjeux contemporains. Ceci dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat et les institutions. Vous pouvez voir le site pour vous faire une idée, mais nous en sommes navrés, il est en réflexion, et nous avons soutenu 35 événements l'an dernier, et c'est lamentable, mais par manque de temps, nous n'est pas à jour, et beaucoup d'événements ne sont pas dessus. Nous espérons surtout sensibiliser chacun, toujours dans une vision humaniste et d'une durabilité sociale, à oser conjuguer ensemble, et ceci est important pour nous, les notions de compétence, de conscience et de cœur, qui nous paraissent indissociables pour construire l'unité et la plénitude d'un projet, et apporter, et ça, nous y croyons, apporter dans les pratiques, avec un regard responsable, une aide aux décisions qui soient garantes des valeurs humaines et du respect du vivant. Une dynamique qui construit, nous semble-t-il aussi, ce que l'on peut appeler la plénitude d'un être humain. Car notre monde change et la place de l'homme avec lui. Aujourd'hui, à la croisée des chemins d'une société et d'une humanité en possible mutation, force nous est de constater que l'on assiste depuis quelques années à un renouveau de la réflexion éthique,
et qu'elle devient un des fils conducteurs, voire un enjeu incontournable de l'évolution de notre société. Alors, au-delà de ces déclinaisons multiples, il en existe un sens fondamental à l'éthique quant à son universalité que propose la Fondation Anthony Magnier, et qui est le suivant. Orienté vers l'autre, l'éthique consiste en une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain, pour s'orienter avec plus de compréhension, d'ouverture et de partage dans l'action et dans l'engagement responsable, et surtout dans l'action. Car il ne s'agit pas d'un discours philosophique ou d'un prêt-à-penser, avec des formules toutes prêtes qui seront appliquées et qui pourraient même être source de dogmatisme. Au contraire, l'éthique, c'est savoir se poser des questions, réfléchir sur les situations et agir. Car, nous semble-t-il, elle ne peut se réaliser pleinement que dans et par l'action. Et en ce sens, cette nouvelle transdiscipline au croisement des sciences sociales et humaines, des arts, des lettres, du droit et de l'informatique, que l'on nomme l'humanisme numérique, ouvre de nouveaux champs de conscience et apporte de nouveaux outils quant aux méthodes, dispositifs et perspectives liées au numérique. Il s'agit en effet d'inventer le monde de demain. Et dans ce contexte, l'éthique est avant tout un état d'esprit, une ouverture anticipative de la notion de ce qui est juste ou non juste. Et elle prolonge la perception de ce qui est licite par celle qui semble essentielle et qui est ce qui est légitime et qui va au-delà du licite. Ce qui autorise même, dans certaines circonstances, quand c'est justifié, le droit à la transgression. Elle structure, de fait, une nouvelle relation à l'autre, au sein de laquelle les notions d'écoute et de compréhension, mais aussi de respect, de dignité, de justice et d'équité sont indissociables, afin d'anticiper les conséquences de ces actes ou de ces décisions. Elle peut ouvrir ainsi de nouveaux espaces de confiance réciproque, source d'une durabilité sociale qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures. Nous sommes dans le contexte de ce que l'on appelle, ce que nous nommons et que l'on nomme l'éthique appliquée, qui associe réflexion et action. Elle se doit ainsi d'être multidisciplinaire, car le partage des regards et réflexions comme aujourd'hui est absolument indispensable. En effet, il n'existe nulle vérité immuable et définitive, ce qui sous-entend de savoir accepter un débat contradictoire. Ce qui sous-entend aussi d'acquérir en toute objectivité un nouvel esprit critique, objectif, sincère et libre, qui soit aussi conscient de nos biais cognitifs, biais générés souvent par nos us et coutumes, nos conditionnements et automatismes de pensée, qui sont source d'adhésion inconsciente à des préjugés, fausses idées ou certitudes. Cette dimension éthique, d'une conscience élargie, permettra de transformer les réflexions et décisions en valeurs agissantes dans une dynamique anticipative et surtout responsable. Ce qui nécessite souvent du courage pour surmonter, et il en faut, pour surmonter et résoudre les dilemmes éthiques qui peuvent résulter et ainsi construire un nouvel humanisme en fonction des sensibilités et des choix qui se veulent libres et éclairés. À titre d'exemple, je poserai deux questions. Qu'en est-il de la fracture numérique et de l'électronisme, avec exclusion de près de 25% de la population? Il n'y a pas que les seniors, il y a aussi les jeunes sans possibilité financière ou d'accès à Internet, les personnes qui habitent dans les zones blanches. La dimension technocratique des administrations pour le tout numérique n'est-elle pas dans ce cas source d'une discrimination, ainsi que d'une disparition de la relation humaine, remplacée par une conversation avec les chatbots? Vous connaissez tous, faites-le l'un, faites-le l'autre. Deuxième question.
Quant aux immenses potentialités des intelligences artificielles actuelles et futures, génératives, ChatGPT et bientôt de l'informatique quantique, y compris dans ses dimensions émotionnelles et relationnelles. Donc ces immenses potentialités, associées aux nouvelles technologies de communication, aux décisions prédictives, qu'elles soient médicales ou juridiques, et indirectement soumises aux biais algorithmiques, que ces biais soient acquis par ce qu'on appelle l'apprentissage profond des machines ou intentionnel, ces immenses potentialités peuvent être générées par accoutumance un affaiblissement de la clairvoyance et de l'intelligence humaine, et même des valeurs démocratiques, sinon l'instauration d'une dictature latente. Pensons à celle des GAFAM. Dans une dimension d'un humanisme numérique, se fait jour ainsi la nécessité d'une cybersécurité, d'une cyberéthique, avec création de règles protectrices. Ceci afin que le progrès offert par le numérique ne se transforme pas en méfiance, voire en défiance, mais devienne un contrat de confiance, que s'ouvrent ainsi des nouveaux territoires de confiance. Pour illustrer ce propos, je citerai Madame Audrey Azoulay, directrice de l'ONU pour l'éducation, les sciences et la culture. L'intelligence artificielle est la nouvelle frontière de l'humanité. Une fois que celle-ci sera franchie, une nouvelle forme de civilisation humaine verra le jour. Se profile ainsi à distance, et vous en avez déjà parlé, les choix et la place de l'homme à venir. Celui de l'homme, sujet libre, celui de l'asservissement passif et programmé par conditionnement, ou celui tout simplement de l'objet humain progressivement supplanté et remplacé, ou bien de l'humain augmenté, à moins qu'il n'acquiert de lui-même la sagesse de muter d'Homo sapiens à Homo eticus. Entre humain, non-humain et potentiellement supra-humain, entre conscience, non-conscience et probable supraconscience, s'ouvre actuellement cet espace, voire ce cyberespace d'un humanisme numérique générateur de tous les possibles. Instaurer un humanisme numérique dans une durabilité sociale, au service de l'humain et du vivant, sera l'enjeu du XXIe siècle. Ce défi nous oblige à réfléchir aux changements systémiques qui vont en résulter. Et ceci sans aucun dogmatisme, mais avec une exigence éthique au regard des libertés et droits fondamentaux de l'homme et du vivant, au regard des discriminations, au regard des nouvelles formes de travail, dans le respect de la santé et de la sécurité de chacun. Les réponses à ces questionnements, me semble-t-il, nous appartiennent à tous, car nous sommes tous responsables et bâtisseurs du futur. Cette quête du sens nous met aussi face à de nouveaux paradoxes. Les machines peuvent-elles, et même plutôt le dialogue homme-machine, peut-il engendrer indirectement de l'éthique? En réalité, c'est tout simplement la place de l'homme que le numérique nous oblige à réévaluer et à l'humain de prouver son humanité au-delà de toute forme de technique. Et aussi, qu'en est-il du mandat de confiance et d'espérance que nos enfants déposent entre nos mains pour leur offrir dans le futur une durabilité sociale digne de ce nom? Dans ce monde actuel, que l'on pourrait dire à géométrie variable, dans ce monde de demain à découvrir, la Fondation Anthony Minguelet espère que l'éthique puisse faire progresser les idées et qu'elle soit aussi une sentinelle sur le chemin d'un nouvel humanisme et d'une durabilité sociale pour un mieux vivre ensemble. Plus d'écoute entre chacun, plus de relations et de sens humain, plus de partage et de compréhension, plus de sens de la responsabilité peuvent améliorer notre sens de vie, que l'on pourrait résumer par ces termes: savoir, savoir-faire et savoir agir
pour savoir-être. Avec lucidité, oui, courage et réussite, je peux vous l'assurer. Anthony Mangonnet partageait ce regard et cette espérance que l'on pourrait résumer par cette simple phrase qu'il utilisait, que je répète à chaque fois: l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'avec l'autre. Maintenant, je vous remercie de votre attention et nous avons tous hâte d'écouter vos interventions. Merci beaucoup, merci encore. Merci à vous qui êtes là pour cette inauguration. D'autres personnes vont arriver. Nous les attendons fermement, mais c'est vrai que de plus en plus ces manifestations scientifiques voient s'égrener les arrivées, les départs, sans qu'il y ait un rassemblement massif à un moment. C'est peut-être dommage, mais finalement, ça donne une idée de la fluidité de nos attitudes devant l'expression des idées, devant, ma foi, il faut être adaptable, comme on dit. Donc, merci pour votre présence, en tous les cas, ce matin. Et merci à tous qui vous êtes exprimés depuis ce début. Nous remercions l'Université Bordeaux-Montaigne, le laboratoire MICA, la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux, la Fondation Anthony Mangonnet, la mairie de Bordeaux, qui, par leur soutien, ont rendu possible la réalisation de cette 18e conférence. C'est bien sûr le résultat d'un travail d'équipe. Tout d'abord, il y a le comité d'organisation qui s'est investi beaucoup. Il y a dans cette salle notre ami Noble, Akam, et Julien Vieira également. Annick Schott également a participé. Il se trouve qu'elle est souffrante en ce moment et qu'elle nous rejoindra peut-être, nous l'espérons. Donc merci à mes collègues qui en local se sont investis dans la mise en œuvre de ces journées. Et nos remerciements vont aussi bien sûr au comité scientifique et au comité de pilotage qui assure la teneur scientifique de la conférence et du réseau éthique dans sa totalité. Cette conférence qui commence aujourd'hui continue la série qui a commencé ici même, à Bordeaux, en 2005, avec le premier colloque éthique et qui s'est poursuivi donc durant ces 18 années. Si ça a pu se poursuivre, c'est en grande partie grâce à la confiance que nous ont témoigné dès le départ nos collègues Patterson de Créatique de l'Université libre de Bruxelles, Mémaris du NTLab de l'Université d'Athènes et Correa du City à l'Université Nova de Lisbonne. C'est, on peut dire, nous avons à tous les quatre donné la petite étincelle pour démarrer, pour fonder ce réseau qui ensuite s'est élargi. Donc, ce réseau né à Bordeaux dans notre laboratoire, MICA, Axe ICIN, a pu se renforcer, prendre de l'ampleur grâce à l'investissement de plusieurs laboratoires qui ont accepté de nous accueillir. Après la France, la Belgique, la Grèce, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, à Recife, Corfou pour la dernière édition, Eutique revient cette année à Bordeaux, on peut dire, il revient à la maison, puisqu'il est né ici. Donc, est-ce que ça va marcher? Oui, alléluia. Donc, le réseau Eutique, je vais développer rapidement quelques points qui nous tiennent à cœur. L'idée d'ouverture, les thématiques, le projet et la politique de diffusion et de publication. L'esprit d'ouverture, je l'ai dit dans ma petite énumération, le réseau Eutique est piloté par 8 laboratoires de recherche universitaire en Europe, en Afrique et au Brésil. Et notre souhait, évidemment, c'est d'étendre notre aire d'action, de façon à pouvoir, de façon
riche, confronter les idées que nous pouvons avoir et qui sont extrêmement productives quand on les confronte à des horizons différents. Donc ouverture internationale, ouverture interdisciplinaire, Vincent l'a dit tout à l'heure. Bon, c'est vrai que nous sommes plusieurs ici à être spécialistes en sciences de l'information et de la communication, que cette discipline est elle-même une interdiscipline, où il y a énormément d'approches à l'interne. Et au-delà de ça, ce phénomène de croisement est extrêmement important. Nous avons à cœur de croiser nous-mêmes notre discipline avec d'autres, la sociologie, la philosophie, la physique même, bon, etc., etc. C'est toujours très riche de pouvoir comparer nos façons de penser à l'aide de nos cadres de référence, qui sont souvent très différents. Mais c'est intéressant et enrichissant. Le troisième point d'ouverture, c'est que bien sûr l'ouverture vers le futur, les stratégies du changement, l'évolution générée par les TIC, le design de conception et de transmission de l'information et de la connaissance sont au centre de nos travaux. Vous le savez déjà. Vous avez aussi pu regarder dans notre programme ou dans les envois que nous avons fait la liste avec les titres des différents colloques que nous avons menés depuis 2005. Et on voit que tout en restant ancré sur les TIC, sur le numérique, cela balaye quand même un certain nombre de champs assez ouverts, et cette idée d'ouverture, évidemment, nous importe et nous souhaitons évidemment continuer à la cultiver. Alors, évidemment, pour les thématiques, il s'agit d'analyser des dispositifs d'information, de communication dans différents contextes, en rapport avec les évolutions économiques et sociales. Il faut bien sûr dans la recherche accepter qu'il y ait cette complémentarité entre le théorique, comme on dit simplement, entre le théorique et le pratique. C'est extrêmement important de façon à ce que les recherches que l'on mène soient effectivement applicables et utiles à l'époque où nous vivons. Évidemment, on ne peut pas se dispenser de se dire que ce que l'on entreprend doit absolument avoir quelque part une utilité. Et donc penser à l'insertion des TIC dans les métiers. Nous visons d'autre part à instaurer une durabilité des relations nées dans ce réseau en nous appuyant sur la dimension humaine qui s'y est établie et qui dynamise le travail commun, notamment dans le cadre de ces conférences que nous organisons chaque année dans une idée et une réalisation concrète de partenariat entre notre laboratoire, l'UNICA, et l'université, le laboratoire qui accepte de nous accueillir. Donc nous souhaitons que le réseau éthique continue à étendre son aire d'action vers d'autres pays, vers d'autres disciplines, et à développer les liens entre la recherche scientifique et les préoccupations et activités concrètes de notre société et de nos sociétés. Notre projet pour ce réseau est de continuer à miser fortement sur cette dimension humaine qui s'y est construite et qui favorise la production scientifique, de développer les liens entre nos recherches et ce qui se passe effectivement dans le réel. Et c'est dans cette perspective que nous avons notamment choisi, d'une part, nos conférencières, que nous avons la chance d'avoir ici dans cette salle, Madame González Luis, ici présente, et Madame Raja Dawas. Nous allons avoir la conférence de Madame González Luis tout à l'heure à 11h.
Je signale au passage que nous allons changer de lieu et que nous allons traverser jusqu'à la Maison des Sciences de l'Homme pour écouter sa conférence et pouvoir bénéficier de la diffusion en visioconférence pour les auditeurs extérieurs. Nous en avons quelques-uns qui souhaiteront suivre cette conférence. Quant à la conférence de Madame Féniche Daouas, elle aura lieu demain matin, également à la Maison des Sciences de l'Homme, qui est juste à côté, qui est plus loin du tout. C'est dans cette idée-là aussi d'insertion dans le vivant, dans le concret, que nous avons choisi le sujet, l'animateur et les intervenants de la table ronde qui va avoir lieu demain, jeudi, et qui s'intitule TIC Démocratie environnementale. Et c'est Julien Vieira, ici présent, qui va en assurer la modération, enfin, animation, on va dire. Nous en venons à l'idée, au fait, qui est extrêmement important de produire, mais aussi de diffuser le résultat de nos réflexions. Et nous avons effectivement veillé à ce que les actes des différentes conférences soient publiés afin d'assurer la visibilité des activités scientifiques, avec plus ou moins de régularité, car il y a eu quelques difficultés que nous avons rencontrées, que nos collègues ont rencontrées, et nous ne sommes pas effectivement une mécanique absolument régulière, mais en tous les cas, nous veillons ici dans l'équipe de Bordeaux à ce que les différents collègues qui ont accepté d'éditer, de prendre en charge l'édition, la publication des actes, le fassent effectivement, quitte à devoir attendre quelquefois un peu que les choses puissent se faire matériellement. C'est ainsi que les actes de ETIC 2022 à Corfou, nous espérions les avoir là ces jours-ci, mais bon, c'est imminent. Hein. nous allons les avoir à disposition assez rapidement. Ils seront consultables évidemment sur notre site du réseau ETIC. Et également, c'est là que nous avons eu un petit problème de retard, les actes de ETIC 2021 de Bruxelles vont également nous arriver, c'est éminent. Aussi, on a vu le manuscrit qui est sur le point d'être finalisé, donc il existe, et nous allons l'avoir également à disposition sous peu. Donc, cette 18e conférence, nous avons choisi ce thème double, ce thème qui part dans des directions, on va dire, elles aussi ouvertes. On va entendre beaucoup parler d'humanisme, beaucoup parler de durabilité. Quels sont les axes majeurs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour dire qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Ce n'est pas une réponse fermée, bien évidemment, bien que ce soit un cercle. Pas du tout. Mais bon, on peut se dire que les questions de dignité humaine, le respect, l'égalité, le partage, l'esprit critique, la liberté, la tolérance, la fraternité, le savoir, la clairvoyance, le respect de l'environnement, tout ça, tout cela constitue cette idée d'humanisme sans pour autant constituer une liste close, encore une fois. Ces valeurs sont fragiles car elles sont fortement menacées de toutes parts, on le voit bien en ce moment avec ce qui se passe à l'international. Elles sont fragiles, mais nous sommes tous ici, je pense, attachés très fortement à ces valeurs et nous continuerons à les défendre de notre mieux dans les temps troublés que nous sommes en train de vivre. Alors, pour essayer de trouver aussi quelques repères par rapport à cette idée foisonnante d'humanisme, on va se référer à trois auteurs parmi tant d'autres. Les deux premiers sont bordelais, vous l'avez bien repéré. Michel de Montaigne, déjà au XVIe siècle, il se préoccupait de cette idée d'humanisme, évidemment.
Et il s'est fondé, lui, sur l'approche de l'humanisme qui essaie de comprendre les autres pour se connaître. Se connaître aussi pour comprendre les autres. Donc là, ça nous remonte à plusieurs siècles, mais on voit que l'idée d'humanisme n'est pas née d'hier et qu'heureusement elle perdure sous des formes différentes et qu'elle perdure. Le deuxième Bordelais, Charles Montesquieu, dans l'Esprit des lois, et qui dit la chose suivante: aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes au contraire, celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière, celle du monde, renverse les idées des premières. Donc, apprendre du monde. Et puis, on n'a pas forcément toujours tendance à classer dans les humanistes, mais Charles Darwin, dans son œuvre sur l'origine des espèces, qui nous dit que c'est l'adaptation évidemment qui est importante, mais pas simplement l'adaptation matérielle ou physique, mais aussi psychologique ou mentale. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, mais le plus intelligent, celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Ça me paraît riche de réflexion. S'adapter. C'est cette idée du changement que nous allons ainsi explorer dans les interventions que nous écouterons pendant ces 2 jours et demi. Nous avons besoin d'innover, de progresser, tout en maintenant les acquis de tous ces échanges qui ont fait vivre le réseau ETIC. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, officiellement, nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l'association ETIC, qui entend assurer la continuité des activités du réseau et de leur donner un cadre et une assise organisationnelle. Les champs d'action de l'association sont en particulier l'organisation de manifestations scientifiques, professionnelles et de formation, la diffusion de travaux et d'informations utiles au développement de la réflexion interdisciplinaire et internationale que nous avons déployée. Et le partage, la diffusion des travaux bien évidemment, et le partage des pratiques fondées sur les usages des TIC. Donc à l'occasion de cette conférence TIC 23 à Bordeaux, vous avez la possibilité de devenir membre correspondant de l'association ETIC et de bénéficier pour une année des informations relatives aux activités énumérées ci-dessus et qui ne vous surprendront pas parce que ce sont exactement celles qui nous ont fait fonctionner jusqu'ici, bien sûr. Cette adhésion est facultative et se fait chaque année. Vous pourrez adhérer sur place, il y aura un petit poste à cet effet pour les personnes qui souhaiteraient adhérer. Et nous espérons que ainsi nous allons augmenter la stabilité, l'assise et l'efficacité de notre action commune, puisque on a besoin évidemment de vous tous et de tout le monde pour pouvoir continuer, sinon nous ne sommes pas grand-chose. Voilà, je vais laisser place maintenant à nos échanges d'idées sur l'humanisme et la durabilité sociale. Que cette 18e conférence ETIC vous soit agréable, riche d'échanges et profitable à vos travaux. Merci.